Le réveil en douce. C'est fou la vitesse à laquelle les amitiés peuvent se nouer depuis que j'ai accès à cette compréhension que je partage avec vous. C'est fou et à la fois c'est complètement normal puisque quand on a réalisé Dieu, parce que c'est comme ça qu'on peut résumer l'expérience, quand on a réalisé Dieu et qu'on est en face de quelqu'un qui a aussi réalisé Dieu, on voit instantanément qu'on est la même chose. Et toutes les difficultés, toutes les préventions sociales, tous les jugements, toutes les méfiances, tout disparaît instantanément. Et on voit tout de suite qu'on est avec quelqu'un qui va bien. Et qu'on peut être bien avec cette personne qui va bien. Et c'est l'expérience que j'ai faite avec la personne que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle s'appelle Barbara Calloway, elle habite à Bordeaux. Et Barbara est une thérapeute et je vais la laisser au fil des épisodes que je vais lui consacrer parce que notre entretien a duré plus d'1h30. Il est très riche, il est très précieux. Je vais la laisser se présenter elle-même et vous dire quel genre de thérapeute elle est. Comment est-ce que j'ai connu Barbara ? Vous vous souvenez peut-être qu'au début avril, j'ai fait un épisode qui s'appelle « Bâtissons une cathédrale ». Et dans cet épisode, je proposais de fédérer, de rassembler les coachs de France et de Navarre pour faire respecter cette profession et aussi pour qu'on parvienne tous et toutes à vivre correctement de ce métier. Et la première personne qui m'a écrit, c'est Barbara. Et comme Barbara habite Bordeaux et que ma sœur habite Bordeaux, c'est un hasard, et que j'avais besoin d'aller chez ma sœur, je me suis dit « Ah, c'est l'occasion rêvée, je vais aller filmer Barbara chez elle ». Je lui ai proposé, elle a dit oui tout de suite. Et aujourd'hui, tu vas faire connaissance avec Barbara. Et on va commencer par ce avec quoi on commence en général, c'est-à-dire essayer de retrouver la genèse, sans remonter au Big Bang, et c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit, la genèse de la rencontre entre Barbara et Liv Brunet. Moi, j'ai envie quand même de remonter. J'ai fait une expérience de décorporation pendant un examen médical quand j'avais 4-5 ans, qui était plutôt traumatique quand même. Mais à cet endroit-là, il s'est dit « je ne suis pas le corps », puisque je me suis vue en fait au plafond, en train d'être opérée en dessous avec les médecins, mon corps, etc. Donc ça a été une expérience traumatique, mais avec l'enseignement de « je ne suis pas le corps ». Sauf que c'était à 4-5 ans, et qu'à 4-5 ans, c'est juste une pièce du puzzle, comme ça, qui va rester présente, comme ça. Ensuite, il y a eu, je crois que j'avais 11-12 ans, la mort de mon arrière-grand-mère, et qui est venue me voir dans ma chambre la nuit, en fait. Elle est décédée, et elle est venue me voir, j'ai vu son visage, et il y avait la présence avec son visage. Donc c'était un deuxième indice, la mort n'existe pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais pouvoir le dire, tu vois. Mais c'est resté une autre pièce du puzzle qui n'était pas en lien avec l'autre. Et c'était ça. Et je dirais presque, qu'est-ce qui m'a amené là ? La troisième pièce du puzzle, c'est que je devais aussi avoir 12-13 ans et je faisais de l'athlé. Enfin, en tout cas, je faisais beaucoup de sport. Et puis, j'allais m'entraîner toute seule. Parce que ma grand-mère habitait à côté d'un stade. Donc, j'allais m'entraîner toute seule. Et il y avait comme un sentiment de puissance à l'intérieur de moi, mais que je n'arrivais pas à atteindre. Et je me disais, mais c'est pas possible, normalement, on devrait être super puissant, je devrais couvrir, genre, mais à 300 km/h, et j'y arrive pas. Mais avec quelque chose qui pourrait être bête comme ça, tu vois, je ne l'ai jamais dit, évidemment, mais il y avait quelque chose de... Normalement, on doit être super puissant. Je ne sais pas où c'est, mais c'est là. Et si moi, j'arrive pas à retrouver ma puissance, je vais aider les autres à retrouver leur puissance. Va savoir d'où ça vient. Voilà. Mais ça s'est posé comme ça, en fait. Et après, c'est comment on fait, quel métier on fait pour amener les gens à retrouver leur puissance. C'est vrai. Donc plutôt dans le médical, parce que je n'avais pas beaucoup de connaissances en quoi que ce soit. Et puis, je me suis dit, non, on ne fait pas études de médecine. Moi, je ne me fais pas 10 ans, là. Ça, c'est pas possible. Donc, comment on peut aider les gens mais sans faire médecine ? Ok, kiné. Voilà. Donc, je suis partie du corps, en fait. Et puis, la kiné m'a amenée vers l'ostéopathie, parce que c'était jamais suffisant, en fait. On n'est pas qu'une épaule, qu'un genou, on est la totalité. Donc l'ostéopathie, et ensuite, c'était pas suffisant encore. Donc il y avait quelque chose toujours qui me poussait à... Vas-y encore, va plus loin, va plus loin. Jusqu'à l'ostéopathie biodynamique,
qui est vraiment en fait l'essence même de l'ostéopathie, c'est-à-dire que le fondateur de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, il travaillait comme ça, c'est-à-dire que simplement en posant les mains, en se connectant au plus grand, il y avait des guérisons. Mais c'est pas comme ça que c'est enseigné l'ostéopathie en France, parce qu'évidemment tout le côté divin, mystique, enfin peut-être mystique, mystérieux, etc., ça a été enlevé des livres même, jusqu'à avoir simplement de la manipulation ou des choses un peu plus dans la matière, quoi. Mais dans l'ostéopathie biodynamique, le seul enseignement qu'on te donne, c'est deviens l'observateur du processus. Énorme. Éveille-toi. Réalise Dieu. Réalise Dieu. Et puis en plus, quand j'ai commencé, c'était quand même en 2002. Enfin, l'ostéopathie était encore pratique et légale de la médecine en France. Donc il y avait tout un contexte où on te disait réalise Dieu, mais on ne te disait pas qu'il fallait réaliser Dieu parce qu'on ne pouvait pas poser les mots à l'époque dessus. Maintenant, ça y est, ça commence à venir. Dans les formations biodynamiques, on commence à parler du divin. Mais à l'époque, c'était toujours sous-entendu, en fait. Et d'ailleurs, sur la tombe d'un des élèves, je crois que c'est Sutherland, sur sa tombe, il y a marqué « Be still and know ». Alors, avec mon accent... Si c'est pas le meilleur enseignement qui soit, je sais pas, enfin voilà. Comment tu traduiras en français ? C'est reste tranquille et sache. Enfin, tu vois, enfin c'est comme ça que je pourrais le traduire. Bizarrement en français, ça fait ça, mais et c'est ce qu'on nous apprend en biodynamique. C'est deviens l'observateur. Et on te dit même à un moment donné, quand tu deviens l'observateur, et un jour il n'y aura plus d'observateur. Donc en fait, c'est un chemin spirituel qui est pas donné comme ça. Mais qui t'entraîne en fait à lâcher la tête et à être juste présent avec les forces en fait de guérison et d'auto-guérison qui sont à l'œuvre et à observer le processus. Et à cet endroit-là, moi ça a fait effectivement lâcher le mental en disant... D'ailleurs la prof m'avait dit un jour, mais si votre ego vous embête, dites-lui de vous attendre derrière la porte quand vous travaillez. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris au pied de la lettre. J'arrivais au cabinet en me disant « Ok, toi tu te poses là, tu m'attends, tu bois un coup. » Et je travaillais. Donc c'était des heures de méditation en fait. C'était toute la journée, 7-8 heures en méditation, puisque c'était en observation du processus qui était en train de se faire. Et au fur et à mesure, il y a eu des expériences en fait. Effectivement plutôt miraculeuses de traitement instantané. Et puis, il y a eu aussi des enseignements qui sont descendus, en fait. Alors, j'ai capté l'information ou canalisé, c'est comme ça qu'on dit, même si canaliser, c'est pas très joli. Mais voilà, j'avais des informations sur les gens, donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi à lire l'énergie des gens. Je voyais un petit ou une petite perdue dans une cour d'école alors que j'étais les mains sur le corps. Je me disais, y a une image qui monte, ça vous parle, est-ce que ça vous parle, etc. Et en fait, j'étais en train de capter le processus d'IFS. D'aller récupérer nos petites parts qui ont été traumatisées, de les décharger et de finalement dire et qu'est-ce qu'elle voudrait la petite fille. Enfin, vraiment, c'était le processus d'IFS, quoi. Mais je ne savais pas que c'était ça. Et en fait, autant j'avais beaucoup de clarté pour les autres, évidemment, autant moi, quand je fermais le cabinet, youp le personnage revenait à fond les ballons avec ses souffrances et avec tout son bazar, en fait, tu vois. Et un jour, il y avait vraiment, mais comment je peux avoir autant de clarté pour l'autre et pas de clarté pour moi ? Et moi, la souffrance, elle est toujours là. Merde. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de truc qui s'est mis en colère. Et je commençais déjà du coup à avoir des enseignements avec les pierres, enfin ça commençait à s'ouvrir dans l'invisible. Alors je suis médium évidemment depuis toujours du coup, donc il y avait les grands-mères, les grands-pères qui venaient, l'oncle au cas où, enfin voilà. Donc il y avait ce travail avec l'invisible aussi qui se faisait, qui se fait toujours. Mais il y a quelque chose, à un moment donné, ça a dit « et moi ?» Quand est-ce qu'on se libère de tout ce merdier à l'intérieur ? C'est pas possible de vivre encore avec tant de souffrance. Et vraiment dans cette intention de « Ok, maintenant c'est pour moi là, comment on fait ?» Parce que moi je le vois pas pour moi, la clarté je l'ai pas en fait.
Et évidemment, là, les synchronicités, c'est le tapis rouge. Et je suis tombée sur un magazine en partant en voyage, enfin bref, sur un maître tibétain qui venait donner des enseignements en France. Parce que l'idée, c'était, je ne peux pas partir en Inde, j'ai mes 3 enfants, je ne peux pas partir dans les ashrams et tout ça, donc il faut que ça vienne à moi, les enseignements. Moi, je ne peux pas partir. Et ma priorité, ça a toujours été les enfants. Donc il fallait que ça vienne à moi. Et ce maître tibétain qui s'appelle Pakyab Rinpoche, qui a écrit un livre qui s'appelle « La méditation m'a sauvé », est venu donner des enseignements en France. Et alors, ça m'a vraiment parlé, parce que déjà, il parlait de guérison et d'auto-guérison, donc c'est ce que je faisais, c'était la continuité avec l'ostéopathie biodynamique. Et puis, il parlait d'éveil, évidemment. Et là, moi, je ne savais pas ce que c'était que l'éveil, mais à un moment donné, ça enlève les souffrances, ok, c'est ça que je veux. Bon, ce qui me perdra un peu sur le chemin après. Mais c'est pas grave, c'était donné, en fait, le cap était donné, et donc il était à côté de Paris, donc je suis montée et j'ai été recevoir les enseignements du chemin de Shamatha et de la méditation de ces gens-là, de cette tradition-là, on va dire. Et lui, il est arrivé en France en disant les Français, ils n'ont jamais médité, donc je vais leur donner déjà 10 ans de méditation 3 heures par jour, et après on verra où ils en sont, tu vois. Et sauf que moi, comme ça faisait déjà 7 ou 8 heures par jour de méditation que je faisais sans que ça soit de la méditation tibétaine, mais plus les 3 heures de méditation tibétaine, bah finalement, au bout de 6 mois, j'ai eu les premières expériences de vide. Et qui n'étaient pas le même goût que le vide que j'avais en soin, en fait. Parce que la conscience était là pendant le soin, je dirais, et là, c'était l'absorption de la conscience. Et donc ça, c'était ça, mais il y a juste quand même, avant ça, en 2013, j'ai été voir Amma, justement, dans cette dynamique de... C'est quoi l'amour ? Parce que ça me motivait aussi, ça. C'est quoi l'amour ? C'est pas quand on s'aime. Là, l'amour, c'est pas ça. Et Amma, qui disait ma religion est l'amour, c'est ok, c'est pareil. Je vais aller voir cette femme-là. Donc, je suis allée la voir à Milan. Et la première expérience spirituelle, vraiment, pour moi, c'était chez Amma, après son câlin, son darshan, où je me suis mise à méditer à côté d'elle. Et finalement... Et c'est ça vraiment qui est important quand même sur le chemin, parce que là, le corps de souffrance s'est décollé de ce que je pensais être moi. Et il a été vu clairement, enfin en tout cas, il était vu et su que ce corps de souffrance, c'était pas moi, c'était Barbara, mais c'était pas moi. Et ce qui était là, c'était pleine béatitude, était mon essence, en fait, ce que je suis en réalité. Voilà. Et ça a été touché pendant 2 jours. C'était décollé. Puis après... Barbara est revenue plein pot avec ses souffrances. Et donc, à cet endroit-là, c'était comment je fais maintenant ? Comment je fais ? Non pas pour retrouver ça, mais comment je fais pour enlever ce corps de souffrance, en fait ? Enfin, est-ce qu'il va toujours être là, etc. Donc, c'était motivé aussi par le livre d'Eckhart Tolle, qui parle de ce corps de souffrance. Donc, ça me parlait bien, parce que c'était comme ça que moi, je pouvais le verbaliser aussi. Voilà, puis après, c'était plein d'expériences mystiques, en fait. C'est-à-dire que la toile se déchirait d'un seul coup dans des expériences avec un début, une fin, et qui me montrait des choses. Mais c'est tout, ça me montrait des choses, mais comment après je faisais dans la vie de tous les jours, ça revenait, c'était toujours la merde dans la vie de tous les jours, tu vois. Merci Barbara. J'espère que ça t'a mis l'eau à la bouche et que ça t'a donné envie de revenir la semaine prochaine et d'en savoir plus sur la manière dont Barbara exerce son métier dans cette discipline très particulière qui s'appelle le Theta Healing. Cette semaine, il y a un webinaire de la communauté francophone des 3 principes. Le sujet, ce sera un chapitre du livre de Sydney Banks, Le chaînon manquant, que j'ai traduit en français. Donc tu peux venir nous retrouver à 18h jeudi. C'est gratuit, l'accès est libre et tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans la description de cet épisode. Et puis je fais un tout dernier appel, parce qu'il reste encore une place pour la retraite que j'organise avec Fatou Diop à partir de vendredi à la tribu de Lavaux. Donc si jamais, au dernier moment, tu avais envie de venir nous rejoindre, il reste une place. Elle est peut-être pour toi.